Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, et je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur pour cette année 2019, l'année encore de tous les enjeux, car vous le savez, nous attendons toujours le nom du futur président de la République. En tout cas, le nom sera connu incessamment, mais avec cette coupure du net, en tout cas, je ne sais pas, nous attendrons tous les nouvelles dans les médias traditionnels. Donc aujourd'hui, nous allons parler, mesdames et messieurs, de l'impact juridique et économique de la coupure du net. Et pour ce tout premier numéro de l'International de l'an 2019, j'ai le réel plaisir de recevoir un défenseur de droits de l'homme. Son mouvement, c'est Compte à rebours. Chris Chemassi est avec nous et c'est avec lui que nous allons ouvrir le bal pour l'an 2019. Très heureuse de vous retrouver, Chris Chemassi. Merci beaucoup, Paulette. La coupure du net, nous allons en parler déjà, mais c'est quand même le début de l'année. Est-ce que vous avez des vœux à présenter à ceux qui nous suivent en ce moment? Oui, je présente mes vœux de prospérité, de bonheur au peuple congolais, un peuple vaillant et surtout les populations de Béni et de Butembo, avec ce qui s'est passé dans le cadre du contexte électoral. Ce sont des populations qui nous ont démontré qu'avec la conviction, on peut tout faire. On peut tout faire. C'est l'international, vous le savez, mesdames et messieurs, donc nous nous ouvrons au monde. La coupure du net, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Je crois que c'est la phrase clé de notre ministre en charge de la communication. Ça ne se passe pas en RDC. Dans les pays africains, il y en a en tout cas beaucoup. On a coupé le net, surtout dans la pré-campagne ou la post-campagne. On a coupé au Togo, on a coupé au Tchad, on a coupé au Soudan, on a coupé dans plusieurs pays. La toute première question, est-ce que le net fait peur? Absolument. Aujourd'hui, Internet constitue la lumière de l'opinion publique. Et il faut savoir que toute dictature a peur de la lumière, a horreur de la lumière. Aujourd'hui, Internet éclaire l'opinion et Internet aide à construire ou à consolider la conviction nationale ou la conscience collective d'un peuple. Donc, si vous lisez les théories ou la théorie générale du droit constitutionnel, à un moment donné, on parlait de démocratie directe, qui était présentée comme une utopie. Mais avec la montée ou l'émergence d'Internet, il y a une sorte de renaissance de ces démocraties directes. Les citoyens ont la capacité de censurer directement les dirigeants ou les gouvernants. Donc, sous cet angle-là, Internet fait peur naturellement. Compte à rebours utilise beaucoup le net pour faire passer ces messages. Absolument, absolument. Nous sommes vraiment en phase avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on a coupé le net. Vous êtes juriste, j'aimerais bien avoir l'impact. Est-ce que on a bafoué nos droits en coupant l'Internet aujourd'hui? Internet est un canal puissant d'expression publique et en tant que tel, il s'agit là d'un canal de liberté d'expression. Et aujourd'hui, on peut sans embâche affirmer que cette mesure portant coupure d'Internet ou d'Internet constitue une entorse grave à la liberté d'expression qui est pourtant consacrée par la Constitution de la République et protégée par la Constitution de la République. Et aussi, au-delà de la Constitution de la République, il y a le pacte civil des droits, relatif aux droits civils et politiques qui constitue un texte international, c'est-à-dire c'est un instrument juridique international que la RDC a ratifié. Donc on peut affirmer à ce jour que la RDC piétine ses obligations internationales ou ses engagements internationaux, au-delà même de notre Constitution. Vous avez mis l'accent sur le droit international. Est-ce que la communauté internationale peut peser pour qu'on puisse être reconnecté? Parce que nous avons déjà entendu le son de cloche de la communauté internationale qui demande à ce qu'on puisse remettre la connexion Internet en République démocratique du Congo. Mais bon, notre gouvernement met en exergue le côté sécuritaire. Donc le droit international, en fait, ça ne pèse réellement pas, Chris Chemassi. Qu'on ratifie pas, il y a deux choses. C'est le gouvernement qui a le dernier mot. C'est la faiblesse du droit international aussi, c'est-à-dire que il y a une faiblesse au niveau de la contrainte, c'est-à-dire la communauté internationale, la communauté des États a difficile à contraindre un État qui se soustrait à ses obligations internationales. Mais pour rebondir aux aspects sécuritaires, je me dis que c'est... La sécurité avant tout, selon vous êtes juriste, bon... S'il n'y a pas la paix, s'il y a la guerre, mais même cet Internet, on ne pourra pas l'utiliser. Le gouvernement a raison de dire que non, l'Internet aujourd'hui est utilisé
peut être un outil qui peut engendrer des conflits. L'exemple, le printemps arabe. Aujourd'hui, le gouvernement a eu comme prétexte la publication par certains déjà de certains PV, il y en a qui proclamaient déjà qui était le président. Donc ça crée déjà une sorte de remous, de tension dans l'opinion. Et le gouvernement a dit, niet, on coupe et on reste calme. La question que vous évoquez justement pose le problème fondamental de la dialectique entre l'ordre public et les libertés publiques. C'est une dialectique fondamentale en démocratie. L'évocation abusive de l'impératif ou des impératifs sécuritaires dans un pays est un indicateur puissant qui démontre que nous sommes dans une dictature. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, l'impératif sécuritaire ne devrait pas être évoqué de manière abusive. C'est un impératif qui est évoqué de manière exceptionnelle. Mais vous conviendrez avec moi que ça fait un moment qu'à la veille des enjeux cruciaux dans notre pays, qu'on coupe Internet, on refuse aux citoyens justement de communiquer, on nous impose une autarcie, on nous coupe du monde. Donc ça, ce n'est pas vraiment... Pour nous protéger aussi, comme dit le gouvernement, c'est une forme de protection. C'est comme, je donne cet exemple, ça peut paraître bête, mais un père d'une famille peut dire à son enfant, il pleut, tu ne sors pas, parce qu'il y a des fils électriques dehors, mais l'enfant peut dire, je jouis de ma liberté, je peux sortir. Donc c'est un peu ça, le gouvernement a raison de dire, niet, je vous protège contre tel ou l'intox, les fake news et tout ça, je vous protège, c'est une période spéciale, c'est pas pour justement, j'aimerais préciser une chose, l'État est fondé à invoquer ou à évoquer l'impératif sécuritaire sous certaines conditions et à titre exceptionnel. Mais si je précise que, ou je rappelle qu'il s'agit d'une évocation abusive. Il en fait trop, en fait. Oui, justement, et c'est pour brimer les libertés publiques, pour brimer les droits des citoyens, pour nous priver notre droit de s'exprimer ou d'émettre des opinions publiques par rapport aux questions qui nous concernent tous, les gouvernants et les gouvernés. En tant que citoyens, nous avons le droit d'émettre des avis sur les questions à caractère national, surtout sur des questions comme les élections, par exemple, ou le processus électoral. C'est une question qui nous préoccupe au plus haut point, autant que ça préoccupe aussi les gouvernants. Avant qu'on coupe l'Internet, Christian Massi, vous voyez déjà qu'il y avait des PV qui circulaient, j'y reviens, il y avait déjà des gens qui étaient sûrs de dire que c'est tel ou tel candidat qui a gagné les élections. Vous voyez déjà les invectives, il y avait déjà une sorte de guéguerre médiatique entre partisans de tel ou tel candidat. Alors, le gouvernement a dit non, on calme le jeu, on arrête un peu le temps que la tension s'apaise, et puis on remettra. C'est tout simplement ça. C'est vrai que ça pénalise, mais l'État dit que c'est moi le garant des institutions, c'est moi qui protège ce peuple, donc je le protège contre cette flambée de haine, cette flambée de tension et tout ça. Écoute, Paulette, en démocratie, il y a la vérité institutionnelle. Dans notre contexte, ça passe par la CENI et en dernier ressort, par la Cour constitutionnelle. Mais il y a aussi la vérité de l'opinion. En fait, Internet aide à construire cette vérité de l'opinion. Et c'est légitime pour les citoyens de vouloir construire leur propre vérité par rapport au processus électoral. Les gouvernements n'ont pas le droit de priver aux citoyens leur droit de s'exprimer ou leur droit de construire leur propre vérité par rapport au processus électoral. C'est pas la première fois qu'on coupe le net. Ailleurs aussi, ça se fait. Vous êtes juriste. Comment la population, où est-ce que la population peut se plaindre? Parce que ce n'est pas la première fois, ça deviendra une habitude, chaque fois qu'il y a des grands enjeux, on nous coupe l'Internet. Mais la population s'est dit, on va se plaindre, on va engager des poursuites chez qui et tout ça. Aider un peu cette population, comment cette population peut se retrouver face à cette situation pour qu'il n'y ait plus prochainement une coupure de net? En principe, dans un état normal, ou même dans notre contexte aussi, mais même si c'est difficile pour que ça aboutisse, il y a un recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire, vous recourez au juge afin que celui-ci annule une décision d'une autorité exécutive qui a été prise dans le cadre d'un excès de pouvoir, parce qu'il s'agit ici bel et bien d'un excès de pouvoir de la part des autorités exécutives. Donc, la population ou les citoyens ont le droit ou ont la possibilité de saisir les juges administratifs pour qu'il annule une telle décision. Mais malheureusement, dans notre contexte, vous comprenez que c'est extrêmement difficile. Mais il y a une possibilité juridique. Objectivement, la population peut se plaindre où? À la Cour constitutionnelle ou
En principe, avec l'éclatement judiciaire ou juridictionnel qu'il y a eu, il faudra saisir le Conseil d'État, en principe. Comme sont des actes des ministres, il faudra saisir le Conseil d'État. Nous sommes des jeunes démocraties, vous dites carrément que c'est de la dictature, mais est-ce qu'aux États-Unis, il y a déjà eu une coupure de net, ou en France, dans les vieilles démocraties, ou en Angleterre, est-ce que leurs gouvernements ont déjà pesé, ont déjà coupé le net une fois pour protéger leur population? En tout cas, c'est déjà arrivé, selon vous? Non, du tout. Aux États, dans des démocraties véritables, on n'a jamais coupé Internet. Mais malheureusement, dans des pays comme la Russie et la Chine, ce ne sont pas de démocratie, ça. Justement, ce sont des sécurocraties, comme ici en RDC. La sécurocratie. Oui, où l'accent est mis plus sur la sécurité. L'aspect sécuritaire. Oui, l'aspect sécuritaire, plus que sur les aspects anthropocentriques, c'est-à-dire humains ou démocratiques. Là, on censure Internet, c'est-à-dire qu'on laisse certains sites fonctionner. On filtre un peu, donc il y a des sites comme Facebook et autres, des WhatsApp qui sont bloqués absolument parce que ce sont des véritables canaux de la vérité, de véritables canaux de la liberté. Et comme je vous ai dit, les dictatures en général ont horreur de la lumière de la vérité. Et les sociétés de télécommunications, les pertes qu'elles subissent, est-ce que c'est l'État qui va compenser ou je ne sais pas où il y a des arrangements particuliers? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on leur coupe l'Internet. Est-ce que ces maisons de télécommunications un jour ne peuvent pas dire non, nous ne le faisons pas? Comment ces maisons de télécommunications cèdent tout le temps sous la pression du gouvernement? Justement, pourtant, il y a des pertes à gagner, si je ne me trompe pas. Oui, il y a des véritables manques à gagner, comme on dit en droit, un lucrum caissant, c'est-à-dire vous perdez manque vraiment... à gagner, pardon, pas perte à gagner, manque à gagner. Vous perdez vraiment de l'argent et ça a un impact négatif sur leur chiffre d'affaires. Et malheureusement, quand leur chiffre d'affaires est impacté négativement, leur contribution au niveau du budget national en termes de recettes, c'est-à-dire taxes et impôts, dans le budget national dans la partie recettes, devient également maigre. Et quand le budget national s'amoindrit, c'est la ménagère qui en souffre à la maison, sans les enseignants qui en souffrent. Donc, en dernier ressort, ça nous revient ou ça retombe encore sur le pauvre citoyen. Ces mesures pas sont des véritables manques à gagner pour l'État. Mais cela est fait au nom d'une pseudo-sécurité. Donc, c'est vraiment un manque à gagner pour ces sociétés. Mais malheureusement, comme c'est par le fait du prince... Est-ce que juridiquement, ces sociétés ne peuvent pas se protéger? Moi, je me pose la question, vous êtes juriste, ces maisons de télécommunications ont des conseillers juridiques. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se protéger contre ces coupures intempestives du net? À chaque fois qu'il y a un problème, on nous coupe, on a des pertes à gagner. Et leurs conseillers juridiques, qu'est-ce qu'ils font en fait? Quel est leur travail par rapport à ces situations? Vous savez, ces échanges posent un questionnement fondamental sur la démocratie. C'est-à-dire quoi? Le dernier rempart dans une démocratie, c'est le juge. S'ils peuvent ou si ces sociétés peuvent faire un recours, c'est auprès du juge. C'est ainsi qu'on insiste sur l'indépendance et la justice. Mais vous comprenez que dans notre contexte, la personne ou les institutions chargées de trancher des litiges de manière indépendante et neutre ne peuvent pas le faire. Donc il y a une confusion des pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. C'est ainsi que Montesquieu parlait de la séparation des pouvoirs. Il est important que le juge soit indépendant et neutre, parce qu'en dernier recours, nous devons recourir devant les juges gouvernants et gouvernés. Ça, c'est important. Même dans notre contexte, c'est extrêmement compliqué, comme je le dis, parce que le juge se trouve noyé ou dans le maillage un peu des institutions et des services de sécurité et autres. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est difficile pour eux, je les plains en fait. Mais je plains plus les citoyens qui souffrent par rapport à leurs transactions financières ou autres, mais qui souffrent aussi par rapport à, justement, comme j'ai dit, par rapport à leurs finances, parce que les budgets de l'État se trouvent affectés également par cette mesure. Bon, les manques à gagner, moi je mets l'accent encore sur ce côté juridique. Les petits commerçants, les PME, les PMI doivent aussi se plaindre chez les juges ou il y a d'autres instances pour les protéger, par exemple. Est-ce que l'État ne peut pas, je ne sais pas, trouver des palliatifs par rapport à cela? Peut-être couper les simples citoyens et laisser les sociétés travailler. Je ne sais pas, est-ce que l'État ne peut pas trouver un juste milieu pour ne pas pénaliser tout le monde, les entreprises, les PME, les PMI et tout ça? Oui, je pense par exemple surtout aux sociétés marchandes qui font du e-commerce. Les services et tout ça. Et même les amis de la presse en ligne,
Vous voyez, tout ce monde-là, c'est vraiment difficile. Ce sont des ménages même qui sont affectés. Mais au-delà de... Puisque nous sommes en démocratie aussi, c'est le peuple qui est souverain. Au-delà du juge, je pense qu'une autre alternative, c'est de dire qu'il y a des associations, par exemple des associations de consommateurs. Mais est-ce que ce sont des associations qui sont des véritables groupes de pression pour contraindre l'État à atténuer certaines mesures qu'il prend? Ça aussi, c'est le problème. En des moments pareils, où sont ces associations-là? Où sont ces groupes de pression justement pour permettre ou pour faire en sorte que l'État fléchisse un peu par rapport à certaines mesures qu'il prend? C'est là aussi le problème. Je pense qu'il y a une voie alternative en démocratie, c'est-à-dire qui permet aux citoyens de s'exprimer autrement, notamment par des manifestations publiques et autres. En ce moment, on devrait avoir ces genres de manifestations. Prenons l'exemple du printemps arabe, Christian Massé. Vous vous rappelez du printemps arabe? Oui. Tout a commencé par l'Internet, par les messages que les jeunes s'envoyaient par l'Internet et tout ça. Est-ce que cela n'a-t-il pas été aussi un élément déclencheur de cette peur par rapport à la coupure du net, surtout dans le pays subsaharien, ici en Afrique? Oui, c'est une peur fondée. Si j'étais responsable des services de renseignement, en principe, j'allais analyser la question avec beaucoup de minutie. Mais nous sommes dans une philosophie où aujourd'hui, les services de renseignement, où l'État, de manière générale, où la perception de la sécurité doit faire une mutation profonde, c'est-à-dire quitter la phase statocentrique pour aller vers la phase anthropocentrique, c'est-à-dire que la sécurité doit être au service de l'homme et non la sécurité contre l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte dans lequel la sécurité, toutes les mesures sécuritaires sont prises contre les citoyens. Et ça, c'est dangereux. Mais il est possible pourtant... Notre État a peur de nous, en fait. C'est ça la réalité. Malheureusement, malheureusement, c'est ça, oui. Est-ce que le Congolais lui-même comprend la force qu'il a ou le pouvoir qu'il a? Parce qu'il fait peur à ses dirigeants. Est-ce que le Congolais comprend cela? Je commence à percevoir un certain sursaut patriotique et sont des signaux positifs pour l'émergence d'une véritable démocratie. Moi, ça me rassure. Je pense que le Congolais commence à prendre conscience de sa force individuelle d'abord, en tant que citoyen, et de sa force collective en tant que peuple, et en tant qu'entité forte et capable de faire un saut vers l'avant, faire un saut vers l'avenir. Vous êtes président de votre mouvement, coordonnateur, merci, coordonnateur de Compte à Rebours. Vous êtes parmi les milliers de mouvements citoyens ici en République démocratique du Congo. Il y a Vichy de Gloria Senga, il y a Lucha, de Mato de Bienvenue, Kokou Laotué. Il y a beaucoup de ces mouvements citoyens qui utilisent le net. Et on vous accuse, vous, de véhiculer des messages de haine, d'être des suppôts de l'impérialisme et tout ça, d'être des vendus, des corrompus, des antipatriotes et tout ça. Et c'est peut-être cette peur qui a poussé l'État à dire nous, on arrête un peu et on calme le jeu. Est-ce que, Compte à Rebours, j'y reviens, est-ce un suppôt de l'impérialisme? Est-ce que vous véhiculez des messages de haine, Christian Massé, de désobéissance envers les autorités? On vous reproche tout ça. Écoutez, Compte à Rebours est un mouvement citoyen congolais, mais qui vit dans un monde ouvert. Nous ne sommes pas dans une autarcie, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes dans un monde ouvert, nous parlons avec tout le monde qui partage nos valeurs. Nous avons des valeurs démocratiques, de valeurs pacifiques, de valeurs de convivialité, de valeurs de paix. Donc, dans ce cadre-là, je pense que nous avons peut-être des contacts avec certaines personnes à l'extérieur et c'est légitime. Mais nous avons conscience du fait que le Congo nous appartient et seul le peuple congolais pourra sauver ce pays. Le salut de la RDC ne viendra que du Congo. Et je ne sais pas si avec ces genres de discours, on peut nous taxer d'être des suppôts de l'impérialisme. Je ne pense pas. Nous travaillons, nous avons du respect envers les autres, nous partageons des valeurs, nous partageons des expériences, mais nous avons conscience que... Vous êtes tout le temps dans les ambassades des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France, qui vous finance d'ailleurs, qui est derrière, qui est derrière Compte à Rebours. C'est ça aussi la question. Vos fonds, vous les avez où? J'ai prêché pour ma propre chapelle. Compte à Rebours n'a aucun financement extérieur. Nous vivons par nos propres cotisations. Je suis avocat, il y a Merveille Gozo qui est avocate, il y a d'autres qui travaillent aussi, qui sont entrepreneurs ici et là. Je pense que nous nous finançons nous-mêmes. Ok, ça doit être clair, je suis avocat, je gagne mon pain quotidien par mon travail. Même si, je dois vous le dire aujourd'hui, le fait d'avoir certaines prises de position
commence même à... Apaiser sur votre travail. Absolument. Sur le plan professionnel, j'ai subi beaucoup de choses. Mais ce n'est pas les lieux de dévoiler les choses ici. Vous voyez, nous faisons d'énormes sacrifices. Les gens doivent, ou la population doit comprendre cela. Tous ces jeunes des mouvements citoyens, pour la plupart de ces jeunes, en tout cas je dis, fait d'énormes sacrifices. Parce que même leur travail, certains même leurs études ont été justement affectés négativement à cause justement de leur engagement civique. Revenons avec le coupure net. C'est vrai que nous sommes le maillon faible dans le pays, mais il y a des institutions, des ambassades qui utilisent les VSAT et eux ont l'Internet. Est-ce que le gouvernement tient compte de ça? Parce qu'eux, ils font passer leur message. Chez eux, l'Internet continue de fonctionner librement. Je pense que si je ne me trompe pas, si je pars à l'ambassade des États-Unis, le net fonctionne. Si je pars à l'ambassade de France, le net fonctionne. Si je pars à l'ambassade de Belgique, le net fonctionne. Alors, est-ce que ce n'est pas deux poids, deux mesures par rapport à la population congolaise? Même au niveau des banques, je pense que ça fonctionne aussi. Hein, parce que les banques aussi utilisent VSAT. Parce que si les banques, il y a coupure d'Internet, au niveau des banques, c'est la catastrophe par rapport aux transactions nationales et internationales, surtout internationales avec le code SWIFT et tout. Donc ça, c'est un élément que j'allais ajouter. Mais je me dis que ça, j'émets quand même une réserve parce que je ne suis pas ingénieur. Je me demande si le gouvernement a la capacité de couper Internet via VSAT. Je ne sais pas si le gouvernement... Je ne pense pas. Je crois que c'est direct. Je ne sais pas comment... Justement, c'est là, c'est peut-être par manque de possibilité de couper que le gouvernement ne coupe pas. C'est peut-être ça. Donc je parle sous réserve, oui. Le gouvernement peut-être va obliger les Congolais à se battre pour avoir un VSAT, tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas, un bon matin, me réveiller, on me coupe l'Internet, je suis affilié à Fricel, je suis affilié à Vodacom ou à Airtel, et ma connexion dépend du bon vouloir du gouvernement. Vaut mieux que les Congolais se battent pour être directement connectés à VSAT alors. Mais Paulette, nous vivons tous en RDC, à Kinshasa, mais il faut faire aussi un tour en province. Combien de Congolais peuvent s'offrir Internet via VSAT? Ça coûte excessivement cher par rapport à... Nous ne devons pas nous accommoder, c'est ça aussi la faiblesse des Congolais, nous ne devons pas nous accommoder à ces mesures-là. Le gouvernement doit comprendre que c'est notre droit d'avoir des canaux d'expression publique. Et le gouvernement doit retirer sa mesure purement et simplement. Nous devons éviter de nous accommoder à des mesures du gouvernement, à vouloir s'adapter. Moi, c'est ce que je refuse. C'est une attitude... On ne peut pas s'adapter par rapport au mal, pas du tout. C'est une attitude que je réfute, en bloc en tout cas. Donc nous devons apprendre au gouvernement qu'il est important pour ce gouvernement qui travaille en réalité pour nous, qu'il est important de placer l'homme congolais au centre de son action. Et par rapport, quand je dis l'homme congolais, c'est le social, c'est enseignement, enseignement, manger, santé, tout ça. Mais un élément important de l'épanouissement humain, c'est l'expression. On peut vous donner tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire santé, éducation, logement, eau, électricité. Mais quand on vous prive votre droit ou votre liberté d'expression, je me dis que vous êtes pratiquement... Prisonnier à ciel ouvert, en fait. Prisonnier à ciel ouvert ou peut-être même un cadavre ambulant. Un zombie, tout simplement. Et l'impact par rapport aux étudiants, est-ce que le gouvernement a tenu compte, par exemple, des recherches que font les étudiants de fin de cycle, qui font leur master et tout ça, par rapport à leurs recherches? Est-ce que le gouvernement tient compte de tous les paramètres ou c'est seulement l'impact sécuritaire qui est mis en premier plan, Christian Massi? Comme je vous ai dit, nous sommes dans une logique sécurocrate, c'est-à-dire que le gouvernement s'enferme dans sa logique. Pour le gouvernement, ce qui prime, c'est sa sécurité. Pas la sécurité du pays, mais la sécurité du régime. Il y a une nuance. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. La sécurité du régime. Et pour le reste, la recherche scientifique, les transactions financières, l'économie, finance des sociétés de télécom et des sociétés marchandes, et même parce que les sociétés de télécom utilisent aussi des marchés indirects, par exemple Vodacom avec les super dealers, et autres, les transactions financières sont bloquées. Donc tout ça, on ne peut pas mesurer. À chaud, mesurer l'impact de cette mesure est difficile, mais c'est un impact extrêmement négatif. Hein, la mesure portant coupure d'Internet a un impact extrêmement négatif. J'ai discuté avec un ami qui m'a dit, mais comment on vivait avant sans le net?
nous sommes devenus esclaves du net aujourd'hui. Nous devons aussi tout faire pour dépasser cela. Peut-être, ça peut paraître terre à terre, excusez-moi, mais les gens réfléchissent et disent, à l'époque, nous vivions sans net. Aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves du net. Aujourd'hui, d'une société de consommation, on nous impose quelque chose et quand il n'y en a plus, on se sent coupé des ailes, coupé des bras et tout ça. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus... Ça ne se décharge même plus à Kinshasa aujourd'hui. Je suis parmi ceux qui préfèrent utiliser les livres en papier, sur ces supports papier. J'aime ça, j'aime sentir... j'aime être en contact avec un livre comme ça, au lieu de lire un livre électronique, même si je lis aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas s'adapter à l'évolution. Ça, on le dit en tant que citoyen, moi en tant qu'individu, et vous en tant qu'individu. Mais il faut prendre en compte aussi les entreprises qui ont modifié leur système comptable, qui ont, c'est-à-dire le système où ils partagent les fichiers, où ils partagent des informations via Internet, par exemple. Pour certains comptables, ils ne peuvent pas traverser Internet. Donc il faut tenir compte de toute cette évolution-là que Internet a engrangé et nous devons nous adapter. Et quand il y a coupure d'Internet comme ça, c'est mauvais, ça a un impact extrêmement négatif sur l'économie du pays, sur les finances des entreprises, des PME, des grandes entreprises et même des petites sociétés marchandes sur Internet qui font de la vente en ligne et tout, donc du e-commerce. Donc il n'y a pas seulement... C'était mort ces derniers temps. Absolument. Et même les années de la presse en ligne. C'est regrettable. L'international, c'est ça aussi, notre image maintenant. Quand on a coupé l'Internet, vous suivez les médias internationaux, quelle est l'image aujourd'hui que donne la RDC par rapport à cette coupure? Qu'est-ce que les autres pays pensent de nous aujourd'hui, Chris Chemassi? Une image ternie, ça c'est clair. Et ça fait peur aux investisseurs justement. Parce qu'un investisseur sérieux, s'il veut venir en RDC, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tous ces indicateurs, par exemple l'accès, c'est-à-dire comment le taux de couverture Internet. Par exemple, quelqu'un qui veut investir dans le secteur de la technologie ou bien c'est-à-dire de Antique, il va peut-être vérifier le taux de couverture Internet. Le taux de couverture Internet est d'abord très faible, je vous le dis. Et puis, vous coupez encore Internet. Et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que cette mesure a un impact ou influe sur la psychologie des consommateurs. C'est-à-dire les consommateurs vont commencer à réduire le coût oui, pour acheter des crédits. Oui. Par instinct, je n'ai pas acheté mes mégas du mois de janvier. Instinctivement, je sentais qu'on allait couper l'Internet et je n'ai pas acheté. Donc pour quelqu'un qui veut investir dans ce secteur-là, s'il veut faire une prospection sérieuse, il va analyser tous ces aspects, taux de couverture Internet, psychologie des consommateurs, donc tout ça. Et ça bloque. Mais au-delà des aspects économiques et financiers, il y a quand même le prestige du pays, l'image du pays. La RDC est un pays qui a vocation à attirer les gens. La RDC est un pôle important en Afrique, est un centre en Afrique. Moi, parce que la RDC, par rapport à sa position, je me dis que c'est vraiment un pays qui a la vocation d'être le pays le plus puissant d'Afrique. Mais malheureusement, avec ces mesures, vous comprenez que nous n'attirons plus personne. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que économiquement, ça impacte? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à cette perte journalière, par exemple, d'une société de télécommunications aujourd'hui? On peut estimer qu'elle perd à peu près combien par jour sans Internet? Vous pouvez avoir une idée? En tout cas, malheureusement, ce sont des sociétés qui n'ont pas... Qui ne donnent pas facilement leurs chiffres. Leurs chiffres, oui, leurs états financiers. C'est difficile d'accéder, mais en termes d'impact, on m'a parlé de plus ou moins 50%. 50%. Oui. Bon, moi, j'ai essayé, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai essayé de réfléchir. Nous sommes à peu près 80 millions d'habitants, mettons au total. Si chaque Congolais est chargé par jour $1, donc pour Internet, la société perd par jour plus ou moins 80 millions de dollars. Oui, hein. Toutes choses restant égales par ailleurs. Par ailleurs, donc une perte, on fait la moyenne à 50 millions de dollars par jour que perdent ces sociétés de télécommunications. Mais en tout cas, ce sont des pertes énormes. Énormes. Et je me demande comment ils vont compenser. Est-ce que ces sociétés n'auront pas envie, Chris Chemassi, d'un jour de partir, de quitter la RDC? C'est possible. Si ça continue comme ça. Il y a quelques années, nous avons vu des sociétés partir, Nestlé et autres. Samsung, oui, je ne dis pas que c'était à cause de la coupure d'Internet, mais c'était à cause de l'environnement
sociopolitique. C'est-à-dire que le climat des affaires n'est pas propice. Et ça, c'est un coup énorme contre le climat des affaires. Nous revenons en RDC, le comportement du Congolais lui-même, Christian Massy. On nous dit que nous sommes trop passifs, nous acceptons n'importe quoi. Parce que depuis la coupure de net, aucune réaction de la population. Les gens sont comme fatalistes, les gens disent tomber ça là, en fait, ça arrive. Le Congolais ne réagit jamais, le prix. Et pourtant, au Soudan, nous avons suivi les informations. Il y a eu 2 semaines de tension au Soudan parce qu'il y a eu augmentation du prix du pain. On l'a suivi. Mais chez nous, on nous fait subir n'importe quoi. Le Congolais est-il, Christian Massy, un peuple passif, un peuple fataliste, un peuple trop, permettez, j'assume, un peuple trop chrétien. On lui tape, on lui donne une gifle sur la joue gauche, il tend la joue droite. C'est ça le peuple congolais. Je vais vous obtenir, moi je suis petit-fils d'un pasteur, mais ça ne m'empêche pas d'être un citoyen engagé et qui a conscience de ses droits civiques et de ses devoirs civiques aussi. Mais je suis fondamentalement chrétien et par la tradition au niveau de la famille et par ma conviction ou par mes convictions. Donc c'est une mauvaise conception de la chrétienté, je pense. Et malheureusement... c'est ça qui est véhiculé en fait. Malheureusement, oui. Mais je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Mais c'est une mauvaise conception quand même de la chrétienté. J'en profite pour placer ce mot-là. Le chrétien doit-il être quelqu'un d'actif? Doit-il participer vraiment dans la vie politique de sa nation? Parce que absolument. Il y en a qui disent laissez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a même d'autres sectes qui ne veulent pas entendre parler de la politique, même l'hymne national, on ne le chante pas. Alors comment doit se comporter un chrétien face à cette situation? Doit-il tout accepter parce qu'on a dit on doit prier pour nos autorités, le chrétien doit prier pour le pays et tout ça? Comment doit se comporter le chrétien face à cette situation, Christian Massy? Les chrétiens les chrétiens doivent se comporter comme les jeunes des mouvements citoyens, qui justement sont dans la revendication et dans la construction des idées ou dans la construction de la société, sans insulter, sans casser, dans une logique pacifique et dans une logique, c'est-à-dire démocratique. Moi, je pense que c'est possible pour le chrétien d'être très engagé sans froisser ses valeurs, ses valeurs internes, ses valeurs spirituelles. C'est extrêmement possible, mais seulement l'évangile tel qu'il est enseigné aujourd'hui n'offre pas de possibilité dans ce sens-là, malheureusement. Mais je pense que, pour revenir à votre question, le peuple congolais n'est pas un peuple passif, mais il faut, dans une société, il y a des leaders intermédiaires, un peu comme aussi les mouvements citoyens. Ça aussi, c'est un travail que nous devons faire, c'est important. Et les associations, comme j'avais dit, les associations de défense des droits de consommateurs, qui justement, dans pareille situation, doivent éveiller la conscience des consommateurs pour faire, je ne sais pas, pour essayer de mettre en branle les canaux démocratiques et réclamer leurs droits. Je pense que c'est possible. Mais malheureusement, ces leaders intermédiaires, qui sont des associations et autres, sont faibles en RDC jusque-là. Je pense que ça, c'est un travail à faire. Nous devons avoir véritablement des leaders intermédiaires qui vont commencer à travailler directement avec la population, de sorte que s'il y a une telle situation... Nous allons en France, Christian Massy. Oui. Vous avez suivi le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait plus d'1 mois que les Gilets jaunes sont dans la rue pour réclamer leurs droits, le côté social et tout ça de français. Est-ce que les Congolais pourront tenir pendant 4 semaines, 3 semaines dans la rue comme ça pour revendiquer leurs droits? C'est ça la question, en fait. Pratiquement, je reviens, parce qu'il y a des gens qui disent comment les Français peuvent le faire? Être dans la rue pendant 3 semaines, les Gilets jaunes, ils sont... La police française n'est pas tendre non plus. Hein. On voit comment on les réprimande, mais ils sont toujours là. La semaine d'après, le jour d'après, ils sont là. Comment nous, Congolais, nous ne parvenons pas à tenir comme ça, comme les Gilets jaunes? Qu'est-ce qui se passe avec nous? On nous marche dessus, on nous coupe l'Internet, on augmente le prix du carburant, on augmente le prix du pain, mais le Congolais est toujours Dio, Dio, Dio. On n'y comprend pas. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi ce fatalisme le chef des Congolais? Je ne dirais pas fatalisme, mais c'est un questionnement que je tente auquel je tente de répondre jusqu'à ce jour. Mais je me refuse de tomber dans les discours du fatalisme. Je ne pense pas que les Congolais sont fatalistes. Parce qu'un peuple aussi, ça il faut le savoir, un peuple est une force qu'on ne peut pas maîtriser. Et le jour où cette force se décide de se déployer, personne ne peut maîtriser cette force-là. Ça aussi, c'est un peuple. Je pense que le peuple congolais pourra, à un moment donné, et à un moment inattendu, se déployer et prendre ses responsabilités
en main. Donc je pense que c'est possible. Mais il ne faudrait pas distiller le discours du fatalisme, surtout au niveau des journalistes. Je pense qu'il faudrait plutôt prêcher le sursaut patriotique au niveau des frères congolais. Comment avez-vous jugé le comportement des gens de Béni, de Butembo par rapport à ces élections? C'est vrai que là, on n'avait pas encore coupé le net, nous avons suivi comment ils ont organisé leur élection. Il y a même des hommes de presse qui se sont moqués d'eux. Et moi, ça m'avait extrêmement choqué personnellement quand les gens se moquaient des gens de Béni et de Butembo, surtout venant de la presse, d'une élite. Pour vous, comment vous avez analysé ce comportement des gens de Béni par rapport à... Un seul mot, héroïque. Et si je peux ajouter un autre mot, historique. C'est un comportement qui va rester dans les annales de notre histoire et qui sera inscrit en lettres d'or. Ces peuples émeurtés par des guerres ou des incursions des groupes armés, et on sait comment ça se passe là-bas. Et ces groupes armés, généralement, bon, ça c'est un dossier à part, je ne veux pas m'engager sur cette question-là, dans un plateau de télévision. Mais c'est un peuple qui est meurtri, et on leur a refusé, comme je l'ai dit, le droit de vote. Et ça, je vous dis qu'il y a des droits qui sont... inhérent à la nature humaine, c'est-à-dire le droit de s'exprimer, le droit de vouloir choisir son destin, de dessiner son destin. Ça, ce sont des droits qui sont plus que de droit au logement, le droit à l'éducation gratuite et autres. Ce sont des droits extrêmement... philosophiquement, je pense que ce sont des droits qui sont liés à l'essence même d'une personne humaine. On leur refuse maintenant ce droit-là. On leur a refusé la sacralité de la vie humaine parce que ces gens de ce coin-là ne connaissent plus ce mot-là. On leur refuse maintenant le droit de vote et aujourd'hui, ensemble avec eux, on leur refuse le droit de s'exprimer avec cette mesure portant coupure d'Internet. Vous comprenez que c'est extrêmement choquant et comme vous épinglez encore le comportement des journalistes, ça choque davantage. Et je me dis que c'est une population, ce sont des populations héroïques. Et leurs actes restent vraiment historiques. Ce sont des gens à encourager, des gens à soutenir. Nous sommes des cœurs avec eux, nous sommes ensemble avec eux. Et je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans un futur très proche. Et surtout même dans ce processus électoral par rapport à la suite. Nous sommes en train d'atterrir. Est-ce que l'Internet, dans notre droit, dans notre constitution, quelque part, ça s'est mentionné explicitement, où vous allez vous battre pour que la coupure d'Internet soit inscrite vraiment... noir sur blanc sur une des textes de la République. Oui, à part liberté d'expression, bien sûr, mais ça oui. c'est trop vague par rapport aux multimédia, par rapport à l'Internet. Est-ce qu'on doit créer une loi par rapport à cette coupure intempestive du net, Christian? Je pense que c'est important et malheureusement... Un projet de loi, oui. Vous n'étiez pas candidat, nous? Non, pas du tout. Non, du tout. Est-ce que parmi les projets de loi, la coupure du net ou tout ça doit être inscrit prochainement? Je pense que oui. Je ne pense pas qu'il faudra parler de projet de loi parce que le gouvernement, projet de loi, ça vient du gouvernement. Okay. Le gouvernement, bon, sauf s'il y a changement, le gouvernement ne le fera pas. Mais il faut peut-être faire pression à certains élus pour qu'ils proposent, ou un élu qu'il propose une loi justement dans ce sens-là, où il est précisé expressis verbis que la coupure d'Internet est une violation des droits de l'homme et tout. Mais malheureusement, vous savez aussi que nos lois sont tombées, la plupart de nos lois... sont caduques aujourd'hui. Pas caduques, mais comment... ne sont pas adaptées au contexte. C'est ça, comme l'Internet, c'est pas adapté. Il n'y a aucune loi par rapport à l'Internet. Donc il y a un énorme chantier législatif et je pense que, mais malheureusement, les candidats qui ont été alignés, ça et là, n'inspirent pas confiance par rapport à leur expertise, leur technicité, leurs compétences. Mais il y a quand même des bons députés. Je pense qu'il y aura des bons députés. Dans cette nouvelle législature, il faudra se pencher sur eux, faire pression pour qu'il y ait justement des lois adaptées à nos réalités et des lois qui protègent davantage les citoyens. Okay, ça, c'est extrêmement important. Et ensemble, moi, je pense qu'avec les journalistes, avec les leaders justement intermédiaires, nous devons faire en sorte que la société congolaise devienne, fasse cette mutation-là, c'est-à-dire nous devons quitter la phase de la sécurité pour la sécurité, mais faire en sorte que la sécurité soit une expression ou c'est-à-dire constitue une force pour les citoyens. Nous devons nous accrocher à la sécurité, non la sécurité contre les citoyens. Donc je pense que c'est extrêmement important
Parce que les mesures sécuritaires ne doivent pas brimer à tout moment les libertés publiques ou les droits fondamentaux des citoyens. C'est cette mutation-là qu'on doit faire, absolument. Merci Christian Massy, merci d'avoir ouvert le bal pour l'an 2019. Donc je profite, nous sommes encore au mois de janvier, pour présenter en tout cas mes voeux à tous mes collègues journalistes. J'espère que, en tout cas, nous ferons de ce métier un métier très très noble. C'est d'ailleurs un métier noble, mais que nous allons encore l'ennoblir davantage. Bonne année à toi, Israël Moutala, média en ligne. Je pense à vous, comment vous travaillez dans des conditions très très difficiles. Patient Ligodi, Stani Boujakera, Jeff Caleb, en tout cas, bon travail des médias en ligne. Rachel Kitita, c'est très difficile sans le net. Merci en tout cas et bonne année à tous mes collègues de l'IFASIC de l'époque, les Bana 18, à vous tous en tout cas. William Kalengay, Mati Moupapa, Jackie Kadieboué, ils sont nombreux. Merci à vous, bonne année en tout cas. Merci à tous mes followers. Dommage dans les réseaux sociaux, pas encore, jusqu'à l'établissement des réseaux sociaux, nous sommes absents. Et en tout cas, encore bonne année à ma soeur, à la fille de ma mère, Joël Kimoto Kimpiop, elle est avocate comme vous. Bonne année à mes grands garçons, Adam Kalunga et Amanou Kalunga. En tout cas, bonne année à vous et on se retrouvera avec le même plaisir la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. En attendant, bonne année chez vous.